Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de votre journal. La semaine européenne de réduction des déchets a débuté hier. Comment la principauté se mobilise autour de cet événement? Valérie Davenet, directeur de l'environnement, sera avec nous pour en parler. Il se rendra dans quelques semaines en Antarctique. Justin Sargenti, ancien élève à Monaco, s'apprête à partager une expérience unique sur la base de Concordia. Il est venu la présenter au lycée technique et hôtelier et nous y étions. Quel est le pouvoir de l'hydrogène? Est-ce une solution d'avenir alors que l'Europe fait face à une crise énergétique? Nous tenterons de le savoir avec Pierre Fortet, président de Pragma Mobility. Après le Japon, les ballets poursuivent leur tournée. Ils étaient à Washington pour dévoiler Cendrillon au public américain. Reportage dans ce journal. Et puis restez bien avec nous. À la fin de ce JT, nous vous parlerons d'une spécialité autrichienne bien gourmande à déguster à Monaco. Une semaine pour faire passer le message. La semaine européenne de réduction des déchets a débuté hier. Une nouvelle fois, la principauté se mobilise en proposant un vaste programme autour du thème de cette année. Textile circulaire et durable, les déchets, c'est démodé. Bonsoir Valérie Davenet. Et bonsoir. Comment se traduit cette semaine européenne de réduction des déchets en principauté? Beaucoup d'activités qui sont prévues d'année en année. Énormément d'acteurs locaux qui s'investissent dans cette semaine. Et donc, depuis hier et jusqu'à samedi soir, tout un programme qui se déroule tous les jours, soit à l'attention du grand public, mais aussi des programmes à l'intérieur des entreprises ou des entités, à l'attention des collaborateurs au sein des entreprises. Oui, on voit qu'il y a une réelle implication de l'ensemble de la principauté, aussi bien institutionnelle, associative ou encore des entreprises. Cela vous surprend ou pas du tout? Le message passe et est acquis. Le message passe. Oui, ça nous surprend, on est toujours étonnés et ravis surtout de voir que tous les acteurs rentrent dans ces démarches. Et Monaco, c'est un creuset formidable de dynamisme et d'implication, autant comme vous le dites des institutions, mais toutes les associations, les particuliers, les entreprises. Donc c'est plein de dynamisme, plein de bonne volonté et surtout beaucoup d'idées très intéressantes que chacun propose. Alors le thème de cette année se porte sur le textile, c'est ça? L'idée, en choisissant ce thème, c'est durant toute une semaine de sensibiliser les jeunes et les moins jeunes à comment s'habiller mieux, de façon plus durable, comment aussi développer des économies circulaires autour de ces textiles. Et beaucoup d'ateliers vont justement permettre de réparer avec des couturières qui vont proposer des ateliers, de customiser des vêtements, de changer, enfin de récupérer des tissus pour faire d'autres choses. Donc tout ça permet effectivement d'avoir un peu une logique moins impactante sur nos choix futurs. Oui, parce que le recyclage du textile est un enjeu majeur pour notre planète. Oui, le recyclage, mais bien sûr la fabrication aussi, et le transport, puisqu'on sait que beaucoup de vêtements proviennent de pays plus lointains, qui ont un impact notamment en termes de transport et d'émissions de gaz à effet de serre. Donc comment faire mieux avec ce qu'on a, tout en restant sur des choses sympathiques, agréables, ludiques, jolies, agréables à porter. Et voilà l'enjeu de cette semaine. Et puis aussi, comme vous l'avez dit, comment recycler, récupérer et ne pas avoir juste on les porte et on les jette. On les jette. C'est ça le phénomène de la fast fashion, hein? Exactement, je ne voulais pas employer ce mot anglais, mais vous l'avez fait pour moi, donc c'est exactement ça. On a l'impression que c'est déjà un petit peu dans les habitudes de la population de s'orienter vers la seconde main. On voit que même chez les plus jeunes, il y a un engouement extrêmement important, et à Monaco aussi, pour tout ce qui est seconde main
et qui finalement est en train de devenir, j'aime pas le mot mode, mais vraiment une habitude et une volonté de la part des consommateurs, de se diriger vers ça. Ils y trouvent du plaisir aussi. Donc il y a un enjeu environnemental, mais aussi ils y trouvent du plaisir, peut-être parce qu'ils trouvent aussi des vêtements de meilleure qualité et des modèles qui sont toujours très sympas et qui peuvent aussi customiser ou améliorer. Il y aura d'ailleurs une braderie organisée samedi par l'association Entre Parents. Un mot, Valérie Davenet, sur cette cocarde que vous portez à votre veste, quelle est sa signification ? Alors cette année, oui, la direction de l'environnement, nous avons souhaité réaliser cette cocarde avec SERD, gouvernement princier, direction de l'environnement. Nous l'avons distribuée à tous les partenaires, c'est-à-dire les 50 entités qui participent cette année pour l'édition 2022 et toutes les personnes qui les aident. Ça va permettre de nous identifier et puis ça permettra aussi que le public identifie les porteurs d'action. Et chaque année, voilà, on refera ces cocardes avec des couleurs différentes. Nous avons créé un groupe, c'est un groupe extrêmement dynamique, tous les porteurs d'action, et c'est aussi un moyen d'avoir un signe commun qui montre notre envie de faire au mieux pour sensibiliser durant cette semaine. Et toutes les actions de cette semaine sont à retrouver sur le site officiel du gouvernement princier. Merci beaucoup Valérie Davenet d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. De FANB à l'Antarctique, l'itinéraire peut être surprenant et pourtant c'est bien le parcours de Justin Sargenti. Cet ancien élève monégasque s'est pris de passion pour les zones polaires pendant son cursus scolaire et dans quelques jours il partira pour le pôle Sud. Avant cela, il a tenu à partager sa belle histoire avec les élèves du lycée technique et hôtelier. Le reportage de Yannick Debevert et Sylvain Péroumal. C'est une occasion unique, partir au bout, à l'extrémité du monde, en Antarctique. Justin Sargenti est un ancien élève monégasque passé par FANB. En tant que lycéen, Justin a remporté le concours Students on Ice qui lui a valu de passer 2 semaines en Arctique avec des élèves du monde entier. Un séjour qui a révélé une passion de ces zones polaires. Déjà, c'est un rêve que je vais accomplir puisque c'est quelque chose que je souhaite faire depuis que je suis revenu de l'Arctique. Et puis, en tant qu'architecte, pouvoir partir en Antarctique, c'est quelque chose de tellement rare que voilà, je suis hyper fier et je trouve que pour moi, c'est un voyage d'une vie, c'est unique hein, comme opportunité. Alors que ce doctorant en architecture cherchait par tous les moyens à aller découvrir l'Antarctique, un mail providentiel lui parvient. La société monégasque FGWRS, en partenariat avec la Fondation Prince Albert II, cherche un technicien pour une mission de 6 semaines sur la station Concordia, un des sites scientifiques les plus extraordinaires de la planète, situé au pôle Sud. L'objectif, pousser encore un peu plus loin la technologie de recyclage des eaux grises. Alors nous, on est toujours en développement via notre société française Firmus. On a remis à niveau la technologie en 2019, c'est-à-dire qu'on a automatisé le procédé qui avait été installé en 2005. Et à l'heure actuelle, au travers de la mission de Justin avec la Fondation Prince Albert II, on va tester une nouvelle technologie de membrane qui permettra certainement de consommer moins d'énergie pour recycler les eaux grises. Les eaux grises, ce sont les eaux usées par une douche, une lessive ou encore la vaisselle. Présent depuis 2005 sur la station Concordia, les travaux et recherches de Firmus sont soutenus par l'Agence spatiale européenne mais aussi la Fondation Prince Albert II qui lutte pour la préservation des océans et de la cryosphère. À partir du moment où il y a présence humaine, il y a un impact sur le milieu. Donc il faut travailler sur tout ce qui est justement déchets, et là notamment déchets humains puisqu'on parle des eaux grises. Et donc c'est un moyen de préserver justement le milieu en travaillant sur justement le traitement de ces eaux. C'est avec des étoiles dans les yeux que Justin Sargenti a présenté son parcours et ses projets aux élèves du lycée technique et hôtelier. De FANB à l'Antarctique, il a su tracer un chemin unique et sans doute inspirant pour tous ces jeunes. Et lors de son expédition en Antarctique, Justin Sargenti gardera le contact avec les élèves du lycée technique et hôtelier. Une visioconférence sera organisée pendant son séjour. Le Monaco Hydrogène Forum s'est refermé aujourd'hui à Monaco. Pendant 2 jours, les spécialistes du secteur se sont réunis pour exposer la fiabilité et le pouvoir de cette énergie. Justement, nous avons voulu savoir ce soir si l'hydrogène avait de l'avenir. Pour en parler, nous sommes avec le président de Pragma Mobility. Bonsoir Pierre Forté. Bonsoir.
À l'heure de la crise énergétique européenne renforcée par la guerre en Ukraine, quelles sont les promesses et le potentiel de l'hydrogène ? Eh bien, effectivement, dans ce contexte qui est international et particulier, cela renforce les possibilités offertes par l'hydrogène de deux points de vue. D'un point de vue de la transition énergétique, qui est une tendance de fond, et aussi de point de vue de l'indépendance énergétique, et donc qui est une tendance géopolitique actuellement. C'est la solution de demain, selon vous ? C'est une des solutions qui sont à notre portée, aujourd'hui technologique et économique, pour implémenter une vraie transition énergétique vers des économies bas carbone et une meilleure indépendance, une meilleure résilience énergétique. L'hydrogène est un vecteur d'énergie, c'est-à-dire qu'il faut fabriquer l'hydrogène pour ensuite l'utiliser et le transformer en électricité. Et il y a plusieurs possibilités de produire cet hydrogène à notre disposition, dont le produire à partir d'énergies renouvelables localement. Vous le dites, l'hydrogène a un fort potentiel pour décarboner certains secteurs. Absolument. Alors, les potentialités sont assez vastes puisqu'on peut décarboner l'industrie avec de l'hydrogène vert, on peut décarboner les transports avec de l'hydrogène vert. C'est une question de choix et de priorité que l'on donne à son usage et à ses développements. Vous parlez d'hydrogène vert, c'est quoi la différence ? L'atome d'hydrogène est présent partout dans l'univers et partout dans les éléments qui nous entourent, mais le gaz qui est composé de molécules qui sont faites de 2 atomes d'hydrogène, ce gaz pur, il faut le fabriquer. Sa fabrication implique différentes méthodes. Certaines sont grises. On va utiliser par exemple du gaz naturel et extraire le méthane du gaz naturel. Garder l'hydrogène, rejeter le carbone. Ce n'est pas la meilleure méthode d'un point de vue développement durable, puisqu'évidemment ce carbone il vient initialement de dessous terre et on le rejette à un moment donné dans l'atmosphère. Donc ce n'est pas ce qui est privilégié dans les usages de l'hydrogène. On va plutôt privilégier l'hydrogène vert, celui qui est fabriqué sans émission de CO2. Plusieurs possibilités, soit à partir d'énergies renouvelables, le soleil, le vent et les autres ENR. Et il y a aussi l'hydrogène fabriqué à partir d'énergie, d'électricité peu carbonée, comme le nucléaire. Ah oui, multiples sont les possibilités. On a l'impression que c'est surtout dans le secteur des transports et maritimes que l'on exploite plus l'hydrogène. C'est le cas ? Absolument. En fait, donc, nous avons plusieurs secteurs à décarboner pour aller vers une transition énergétique bas carbone. Certains sont plus difficiles que d'autres. L'industrie, par exemple, certaines industries sont très consommatrices d'hydrogène et à des coûts très bas. Donc utiliser de l'hydrogène vert est moins évident dans certaines industries. Et un des secteurs sur qui il est le plus intéressant de décarboner, c'est notamment les transports. Les technologies sont à maturité aujourd'hui et le secteur des transports, c'est 25% des émissions de nos CO2. Donc c'est un secteur qui pèse beaucoup dans notre économie et dans notre bilan carbone aujourd'hui. Utiliser l'hydrogène vert pour décarboner les transports paraît le plus pertinent à court terme, en tout cas pour la première échéance. Est-ce que la demande est de plus en plus croissante dans ce domaine? Est-ce que vous le constatez, vous, via votre société Pragma Mobility? Tout à fait. Alors, Pragma Mobility a une particularité, c'est que nous nous intéressons particulièrement à la micromobilité. Ça va du vélo électrique au scooter, au tricycle, au quadricycle léger. Et nous avons pris pour parti de nous focaliser sur ces applications-là en disant finalement la mobilité urbaine, c'est une mobilité qui va s'électrifier par essence. Aujourd'hui, la micromobilité est en pleine expansion. 75% de la population mondiale en 2050 sera une population urbaine, c'est-à-dire qui vit en ville. Le modèle de la voiture que l'on connaît aujourd'hui pour l'usage urbain, il va disparaître au profit des transports collectifs et de la micromobilité. C'est long à mettre en place une telle transition, d'élaborer un produit concluant et fiable? Nous avons commencé à travailler sur les applications de l'hydrogène à la micromobilité en 2014, avec pour choix comme pierre angulaire, comme point d'ancrage, le vélo électrique, parce qu'on voyait ce type de mobilité se déployer vite dans les années à venir. Donc on a dit, tiens, qu'est-ce qui se passe si on applique l'hydrogène et les piles à combustible au vélo électrique? Donc ça a pris du temps pour faire des preuves de concept, des prototypes, des premières séries, faire baisser les coûts de la technologie pour les véhicules, mais pas que, puisque l'hydrogène aujourd'hui n'est pas adapté à une production locale à l'échelle de la ville, à l'échelle urbaine. Donc il a fallu aussi développer toutes les briques technologiques de l'infrastructure de production d'hydrogène décarboné et de distribution de cet hydrogène à l'échelle d'une ville. Et que recherchent vos clients principalement?
Il y a ceux qui disent « moi je veux utiliser de la micromobilité soit à titre personnel, soit dans le cadre de mon activité professionnelle ». Et on a d'un autre côté des collectivités qui, elles, vont favoriser la production d'hydrogène décarboné sur leur territoire et qui cherchent des usages. Donc ils disent finalement en 2023, en 2025, j'aurai tant de kilos ou tant de tonnes d'hydrogène décarboné disponibles sur mon territoire. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Et dans ce cas-là, ils viennent nous chercher pour le côté un des usages. Est-ce que ça a un coût, tout ça? Est-ce que le coût est fort? Si je prends l'exemple du vélo à hydrogène, aujourd'hui il est au prix d'un vélo qu'on peut trouver en magasin. Donc il est encore sur un positionnement plutôt haut de gamme avec un prix de un peu plus de 5 000 €, mais ça rentre dans un schéma de prix qui est comparable à d'autres vélos électriques. Ça c'est pour la partie véhicule. Et sur la partie hydrogène, après avoir beaucoup travaillé sur les solutions de production d'hydrogène vert et de distribution et à en réduire les coûts, on arrive à des modèles économiques qui sont pertinents pour des abonnements qui sont de l'ordre de 10 € par mois. Vous pouvez rouler à de l'hydrogène décarboné sur vos véhicules de type vélo, scooter. Bien, merci beaucoup Pierre Fortet de nous avoir éclairé sur ce sujet passionnant et vaste également. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement princier vient de communiquer le bilan sanitaire hebdomadaire de la principauté relatif à l'épidémie de Covid-19. 94 nouveaux cas positifs ont été révélés entre le 14 et le 20 novembre. À noter qu'à partir d'aujourd'hui, le public pourra prendre connaissance de l'ensemble des indicateurs sur le site covid19.mc. Retour en images sur le cocktail de fin d'année du Conseil économique, social et environnemental qui a eu lieu hier au musée océanographique. Comme vous pouvez le voir à l'écran, plusieurs personnalités monégasques avaient répondu à l'invitation du CESE. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez retrouver l'interview de la présidente Caroline Rouguignon-Vernin diffusée hier sur notre antenne sur nos réseaux sociaux. Cette information pratique à présent, les conditions de vote par procuration pour les élections nationales et communales 2023 ont été simplifiées. L'électeur monégasque peut faire désormais sa démarche en ligne via le site officiel de la mairie. La demande doit être déposée au plus tard le 17 janvier à 18 h pour les élections nationales et le vendredi 10 mars à 18 h pour les élections communales. La demande par voie classique reste également possible. La Coupe du monde de football a débuté dimanche avec le match d'ouverture entre le Qatar et le Venezuela. Hier soir, le Sénégal s'est incliné 2-0 en toute fin de rencontre face aux Pays-Bas. Deux joueurs de l'AS Monaco évoluent avec les Lions de la Teranga, Ismaël Jacobs et Crépin Diatta. Je vous propose d'écouter l'ailier monégasque qui évoque ses souvenirs de Coupe du monde et ses ambitions avec sa sélection au micro de Frédéric Elion. Je pense que tout un joueur rêve de jouer une Coupe du monde. C'est quelque chose de grandiose. Comme je l'ai dit, c'est le rêve, je pense, de tout chacun des joueurs qui se réveillent et qui exercent ce métier. Donc c'était dans un coin de ma tête et j'espère que ça va le faire. À l'équipe du Sénégal en 2002, moi j'ai pas eu la chance de suivre ça. Mais voilà, c'est quelque chose que tous les Sénégalais ont aimé, cette parcours de l'équipe nationale du Sénégal. Et aussi je pense qu'il y a eu la Coupe du monde 2010 où j'ai vraiment regardé et j'ai aimé. Je pense que le plus important pour nous c'est de continuer à travailler et garder cette humilité qu'on a, qui a fait qu'aujourd'hui on est champion d'Afrique. Donc je pense que si on garde ça et qu'on aille au Qatar avec cet état d'esprit-là, je pense qu'on peut faire une bonne Coupe du monde. Ça va être quoi l'objectif justement pour vous? L'objectif, c'est de faire de gros matchs, notamment les 3 premiers matchs, essayer de sortir de cette poule. Je pense que ça, c'est le premier objectif. Et derrière, voilà, on sait que ça va être des phases d'élimination directe. Et là, c'est là, je pense qu'on doit donner tout ce qu'on a pour aller le plus loin possible. En tout cas, c'est le rêve de tous les joueurs sénégalais pendant cette Coupe du Monde-là. Et puisque nous parlons football, sachez que le tirage au sort de la Coupe de France a eu lieu hier soir. L'AS Monaco recevra Rodez en 32e de finale. Rodez actuellement 18e de Ligue 2. Le match aura lieu début janvier.
Hier, nous faisions écho sur notre antenne aux événements organisés à Washington pour les festivités de la Fête nationale monégasque. L'un des temps forts était la venue des ballets de Monte-Carlo. La compagnie de Jean-Christophe Maillot a présenté Cendrillon au public américain. Retour sur cet événement avec Alexandra Pani sur des images d'Antoine Écal. C'était l'une des scènes internationales qui manquait à leur palmarès. C'est aujourd'hui chose faite. Les ballets de Monte-Carlo ont brillé sur la scène du Eisenhower Theater du Kennedy Center, ce haut lieu de la culture à Washington. Un partenariat qui a mis 5 années à se monter entre les entités monégasques et américaines. I went to New York in 2016. I was invited by the ambassador to come to a performance at City Center of Cendrillon by Ballet de Monte Carlo. And I was just very, very impressed with the company and have been trying to bring it for the last 5 years. It's contemporary ballet, and that's part of what we want to do at the Kennedy Center, not just to present the traditional, but to also do the non-traditional so that we stretch our audiences. Et pour ses débuts au Kennedy Center, la compagnie monégasque propose l'une de ses plus célèbres pièces, Cendrillon, un conte comme à son habitude revisité par Jean-Christophe Maillot, un ballet de 2 heures où le chorégraphe a choisi de se concentrer sur les éléments essentiels de la narration. L'on retrouve toujours la musique de Prokofiev, mais le public peut apprécier des costumes hauts en couleurs résolument modernes de Jérôme Kaplan, un conte régulièrement qualifié de pour adultes qui offre des personnages très intéressants aux danseurs. J'ai fait d'autres Cendrillon qui étaient plus classiques et j'aime bien sa version à lui parce que c'est mon rôle, le rôle du prince, est beaucoup plus lâché. C'est pas le prince traditionnel, c'est un peu le prince qui a un peu de mal à se trouver, qui en a marre d'être toujours servi, qu'on lui donne toujours tout, et donc il veut un peu qu'on le bouscule et qu'on le réveille, quoi. Et donc j'ai bien aimé cette interprétation. La compagnie monégasque s'est produite à Washington pendant 4 jours, du 17 au 20 novembre. Pour préserver les danseurs, les rôles principaux sont doublés. Alessandra est l'une des 2 Cendrillon, un rôle qu'elle affectionne tout particulièrement. Cendrillon, pour moi, c'est un coup de cœur parce que c'était les premiers rôles principaux que j'avais fait au Ballet de Monte Carlo, donc c'est mon rôle d'amour. J'adore tous les autres rôles, mais Cendrillon, ça reste quand même mon préféré. Et les rôles, c'est magnifique déjà parce que tu as les pieds nus avec du glitter. Ça, c'est un rêve de danser à pieds nus, c'est difficile. Naturellement, c'est une technique différente. Mais ça donne un côté, je pense, très moderne et très élégant de la chorégraphie de Jean-Christophe. Et le public américain s'est montré chaleureux et réceptif à cette Cendrillon contemporaine. Les publics américains, c'était génial, génial. Ils sont avec nous tout le temps et donc on sent cette chaleur et on sent vraiment l'amour du public. On s'amuse surtout avec eux. Ils sont en train de rigoler, ils comprennent toute l'histoire et voilà, et c'est génial. Jean-Christophe Maillot joue encore une fois en passant du rire à l'émotion et propose une réécriture du souvenir que l'on peut garder des personnes disparues et la manière dont ils influent sur nos décisions futures. Pari réussi pour ce premier rendez-vous à Washington qui en appellera bien d'autres sur la côte est américaine, on l'espère. De retour en principauté pour vous parler de la dernière exposition à l'Espace 22. Elle s'intitule Through German Eyes et est annoncée comme étonnante. Elle regroupe des œuvres d'artistes qui présentent leur peinture ou leur sculpture pour la première fois à Monaco, à découvrir jusqu'au 2 décembre dans cette galerie située boulevard d'Italie. La Kids Night est de retour, l'événement organisé par l'Association des enfants de Franquy au profit des enfants malades et en détresse de Monaco et des alentours aura lieu le vendredi 9 décembre dans le bel écrin de la Salle des Étoiles. Et puis notez également la journée monégasque des Nez Rouges le mardi 6 décembre. Le sujet qui va suivre va assurément vous donner l'eau à la bouche. Depuis peu, une gourmandise sucrée venue d'Autriche est proposée à la vente au Métropole Shopping Center. Il s'agit de la Sarertorte, un gâteau au chocolat viennois et dont la recette peut vous étonner. Le reportage de Juliette Rappert et Lionel Bernardi.
C'est un dessert typiquement autrichien à la recette gardée secrète. La Sarertorte, superstar des gourmandises à Vienne, fait son entrée au centre commercial du Métropole. Un gâteau mélangeant savamment chocolat et confiture d'abricot, aujourd'hui, n'est en fait qu'une maladresse qui date du 19e siècle. Ce gâteau part d'une erreur d'un commis de cuisine qui a renversé une confiture d'abricot dans cette génoise au chocolat. Et ce gâteau est ensuite recouvert par un glaçage au chocolat noir et voici la Sarertorte. Et c'est en 1832 que l'apprenti Franz Sarer fait cette erreur lors d'un dîner particulièrement important du prince. Depuis, elle est devenue l'ambassadeur de l'Autriche. For us, it's always important to have international partners who are also family-owned, family-run, a very personal relationship. It's the fundament, it's the key to our success, it's the basis for our company. And during COVID time, many people could not travel. But there was one thing that could travel out of Sacher, which was the cake. And that's why we call her the ambassador. We sent her around the globe, and we will send her now to Monaco. Et c'est à l'occasion des fêtes de Noël qu'un pop-up store s'est dessiné à l'entrée du centre commercial du Métropole que vous pourrez acheter votre Sarertorte, venue tout droit des ateliers de confection de Vienne. Vous allez retrouver le gâteau qui est sous 4 tailles différentes, sous 4 formats, donc le plus petit pour les personnes individuelles et ensuite pour les plus gros gourmands. Et ensuite on va retrouver le café, thé et le chocolat de la maison Sarer. À déguster sans modération et si vous souhaitez rester dans la tradition, vous pouvez l'accompagner d'une crème chantilly. Et si ce reportage vous a donné envie de goûter à la Sarertorte, il est possible de la déguster jusqu'au 8 janvier. Comme le dirait notre spécialiste météo, un JT ne serait pas un bon JT sans sa météo. Bonsoir Yannick de Bever, avez-vous de bonnes nouvelles à nous annoncer pour la journée de demain, Yannick? Bonsoir Émilie, bonsoir à toutes et à tous. Pour ce mercredi, le ciel sera encore bien chargé, surtout en matinée. Dans l'après-midi, quelques éclaircies pourraient réchauffer un petit peu la principauté. Les températures sont en dessous des moyennes de saison avec 9 degrés au petit matin et 15 pour la maximale. En ce mercredi 23 novembre, il faudra souhaiter une bonne fête à tous les Cléments. Merci Yannick et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Cette dernière information avant de nous quitter qui intéressera les petits et les grands enfants. Le Père Noël a ouvert son secrétariat depuis le début de la semaine. Vous pouvez lui adresser votre courrier jusqu'au 23 décembre. Et l'esprit de Noël est déjà omniprésent dans les rues de la Principauté à un peu moins de 30 jours avant le 25 décembre. Illustration ce soir avec les photos de Michael Alési. Très belle soirée à tous et à demain sur Monaco Info.